Veuillez entrer votre destination. France, Provence. Itinéraire sans autoroute, confirmez votre choix. Tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à gauche. Recalcul de l'itinéraire en cours. Veuillez faire demi-tour. Vous sortez de l'itinéraire programmé. Tournez à gauche. Itinéraire hors carte. Itinéraire hors carte. Itinéraire hors carte. Vos sortez del itinerario programmé. Vous êtes dans la région des Baux-de-Provence, au pied de la chaîne des Alpilles. Bienvenue en Provence. Salut Pépette, comment tu vas? Voilà. Eh non, j'ai pas de grain non plus moi. Bah là il y en a 400. Quand tu regardes comme ça, tu dirais pas quoi. Moi plus je les regardais, plus je me disais mais c'est pas possible, j'en ai perdu. Et puis apparemment non, le compte est bon quoi. Là tu vois, elle commence à se mettre en route. Faut peut-être aller boire un coup. Et puis après il suffit qu'il y en ait une qui avance et puis les autres suivent en fait. Ah, c'est ce qu'on appelle l'effet mouton quoi. Ouais c'est ça ouais. Hein? Là c'est assez flagrant quoi. On va les pousser un petit peu. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier toi? Moi je bossais déjà un peu à l'extérieur dans le milieu agricole, dans la cueillette des fruits et tout ça. Donc ça me plaisait, je savais que je voulais continuer à bosser à l'extérieur. Et puis j'avais envie de découvrir un peu le milieu de l'élevage, de travailler avec du vivant, tu vois. La passion pour l'animal, elle est en train de venir, tu vois, en plus quoi. Tu vois là ça y va mais tranquille quoi. Moi avant, tu vois, j'étais derrière à les pousser. C'est Jean d'eau qui me disait mais là si le passage il est étroit, si tu les pousses trop après elles vont s'étouffer, elles vont se presser les unes contre les autres parce que ça va les stresser. Du coup, je me mets là juste pour leur faire comprendre qu'il faut pas monter plus haut quand même. Normalement. Et ça puis, suffit? Bah, pas Ouais, toujours, puis, mais là ouais. on fait ça tous les matins donc elles ont bien compris que là faut pas y aller quoi. Mais enfin, moi j'avais jamais travaillé avec les brebis avant octobre. En octobre prochain, à la fin de la formation, je serai pas bergère encore quoi. Enfin, tu vois, j'aurai des bases, j'aurai un peu plus d'expérience, mais je me dirais pas bergère quoi. Ouais. Pas encore. Même si bon bah t'es quand même bon t'as le chien mais t'es tout seul toute la journée quoi. Faut supporter aussi. La solitude. Ouais. Parce que bon, le chien, enfin Zig il est sympa mais il a pas trop de répartie quand même. Il m'incite un peu au monologue. Ça reste rigolo. C'est vrai, tu parles pas Zig? T'as bien des choses à nous dire quand même. T'as dit non Hélène, elles ont franchement accéléré le pas là. Et ouais, c'est parce qu'on est sur le GR là. On est plus sur la draille et du coup, je sais pas, j'imagine peut-être qu'il y a un champ de luzerne au bout du chemin du coup. Dis-moi Jean d'eau, en quoi t'interviens là sur une journée comme ça par exemple avec Hélène? Ah ben, plus ou moins en logistique, hein. On est venu avec un jeune stagiaire qui fait partie de la même session qu'Hélène et un berger du domaine. Et on a quelques endroits un peu particuliers à traverser où il faut être plusieurs. Donc notre intervention, bon, on apporte un peu notre expérience, notre métier pour leur montrer comment on se déplace avec un troupeau. Et puis un peu de confiance en soi aussi, parce que c'est pas. Il y a toujours un petit stress quand tu te déplaces. Voilà. Donc on intervient dans ce sens-là pour amener un peu de professionnalisme et puis d'expérience et la faire partager.
Reste là, toi. Putain, mais... Ça va, Jean-Do? Ça va. Ils sont 3 devant, il y en a un qui aurait dû bloquer le passage et il serait évité. Mais bon, il faut avoir une certaine pratique de déplacer les troupeaux, donc on rejoint encore l'encadrement technique, mais quand on arrive en retard, on est en retard, la connerie elle est faite, et ben, il faut s'arrêter à la première connerie. Hein. Et puis la route continue. Ça y est, ça va reprendre son chemin. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans ce métier, Jean-Do? Ce qui m'intéresse aussi, moi, dans ce métier, c'est pas d'être un suiveur de brebis, mais un meneur de brebis. Et la différence, elle est grande. Parce que le suiveur, il a tendance à subir, et le berger, entre guillemets, mais avec un grand B, il va avoir tendance à optimiser son travail et puis à plus être dans la prévision et l'anticipation que dans la réaction. Là, on a eu un exemple typique de réaction. Eh, tu marches sur ta copine, là. Alors? J'ai zappé une autre, ouais. Sinon, je suis à. Bon, je suis pas loin de 400. Non, là, il y en a 409. Mais c'est normal, toi, c'est pas dans tes comptes. Moi, je l'ai sur le truc. c'est Moi, tout. je tombe à. 400. Et ça tombe pile poil. Bon, bah, le compte est bon. Le compte est bon. Donc, c'est un peu une légende de compter les moutons pour s'endormir, en fait. Hein? Tu peux faire les deux. Mais à mon idée, le compte est pas bon à la fin. Hein. Calcul de l'itinéraire. Tournez à droite. À 30 km au sud d'Avignon, Saint-Rémy-du-Provence, petite capitale des Alpilles. La qualité de sa lumière a inspiré de nombreux artistes. Tournez à gauche. Vous êtes arrivé à destination. Moi, Jean-Marc, pourquoi on trouve ces peintures ici, affichées au mur, là? Parce qu'il y a un artiste qui aurait aimé être reconnu par le monde entier de son vivant et qui malheureusement a été rejeté de partout où il est passé, sauf pour la première fois de sa vie, dans ce lieu extraordinaire qui est la maison de santé Saint-Paul. En effet, il a peint ici 143 huiles, il se disait peintre alors qu'il n'avait jamais rien vendu de sa vie. Il avait provoqué des troubles, des dérangements. Il s'appelait Vincent Van Gogh. Et pendant cette période d'hospitalisation où enfin il reçoit l'accueil et l'humanité qui caractérise cet établissement depuis 1000 ans, eh bien, je dirais qu'il rencontre un médecin, des religieuses, des laïcs, qui sont les précurseurs de l'art-thérapie, puisqu'ils vont non pas le censurer, mais lui permettre de retrouver l'énergie créatrice, le goût de la peinture et l'envie de donner, de communiquer grâce à l'art. Au XIe siècle, eh bien, déjà se construit une première chapelle, un premier cloître, et pendant des siècles, des congrégations religieuses se sont succédées pour effectivement, de manière pérenne et de manière continue, de s'occuper des plus démunis sur le plan mental et le plan social. C'est-à-dire un lieu d'accueil, un lieu de respect, et qui est l'histoire, le fil d'Ariane de cette structure. J'ai proposé ce projet d'art-thérapie à l'association Saint-Paul, aux religieuses de Saint-Joseph, qui, après une étude approfondie, en ont perçu le potentiel, le sens et la sincérité. Bonjour mesdames. Bonjour. Ah là c'est la galerie, c'est le cœur, c'est le germe de la reconstruction, effectivement, de personnes qui vont trouver la paix, l'humanité, la communication, la revalorisation. Et puis
de la bientraitance, de la bienveillance, pour que après l'œuvre soit soutenue. Voilà. En fait, la toile, Jean-Marc, c'est une véritable passerelle entre le soignant et le soigné. Oui, oui, c'est une rencontre. Une rencontre avec un regard qui va pouvoir être utilisé par son auteur et par le thérapeute. Alors bien sûr, c'est une passerelle parce qu'on va se retrouver sur un espace, un langage, une atmosphère, une distance aussi qui nous rapproche. Hein. C'est exceptionnel d'avoir ce potentiel de l'histoire de l'établissement pour ce projet d'art-thérapie. Là, il est unique sur ce point-là. Il n'y a pas un autre endroit où Van Gogh est passé et où un cloître est là depuis 1000 ans. Alors après, voilà, nous avons le privilège d'avoir une artiste exceptionnelle, Annie Bottissio, qui est l'art-thérapeute. Bonjour. Comment se passe justement cette relation avec l'art-thérapeute et la patiente? La relation, moi je trouve que ce qui est intéressant dans cet atelier, c'est que je ne connais pas les patientes, je n'ai pas leur dossier médical. Elles viennent ici et je suis simplement dans la rencontre d'une personne, voilà, et on se rencontre comme ça autour de la peinture. Voilà, l'art-thérapie permet ça aussi, c'est-à-dire que voilà, dans un petit peu un autre domaine, un moyen d'expression un petit peu différent, où on se reconnaît en tant que peintre et artiste. Le problème de la dépression, c'est la dévalorisation. Hein. Et moi qui croyais qu'il ne valait rien, eh bien, je m'aperçois, comme l'a dit l'art-thérapeute, que je dépasse l'angoisse de la page blanche et je suis capable déjà de créer, de peindre. Dans une deuxième étape, je m'aperçois qu'on commence à valider la valeur d'un de mes tableaux. Troisième étape, je suis donc exposé dans la galerie. Quatrième étape, je fais partie du groupe. Je suis intégré parce que je vends mon premier tableau. Ça, c'est une étape incroyable. Et si on me dit qu'il est en Australie ou en Nouvelle-Zélande, la revalorisation narcissique, elle est fantastique. J'ai un tableau en Australie et un tableau en Angleterre. Donc, pour l'ego, c'est formidable. C'est une belle revalorisation de soi. Surtout que moi, je n'avais jamais touché un pinceau. Hein. Jamais. On apprend beaucoup des unes des autres parce qu'il y a des personnes, c'est vrai, par rapport à moi qui suis toute novice, il y a des personnes qui peignent un peu plus longtemps, donc on apprend par rapport aux autres. Et puis je vous dis, pour moi c'était entre guillemets un lieu saint, c'est un lieu sacré pour moi par rapport à ma dépression, par rapport à ce que j'ai eu, cette tristesse, cet enfermement. Je me plonge là-dedans et ça m'évade et c'est mon bien-être. C'est ma thérapie. Au revoir. La Provence est célèbre dans le monde entier pour sa lavande, ses amandes, mais aussi ses santons. Nous sommes entreprise du patrimoine vivant depuis 2009. Et nous sommes classés aussi parmi les plus anciennes entreprises, puisque nous sommes une entreprise qui date à peu près de 1820, la création, voilà, par Joseph Truffier. C'était un métier à l'époque qui se faisait, on va dire,
avant-guerre, même dans les années, dans le 19e siècle, c'était un métier qu'on ne travaillait qu'une seule partie de l'année. Il fallait avoir un deuxième métier à côté. Parce que le santon ne se vendait qu'à la période de Noël et qu'à la foire à Marseille. Il n'y avait que la foire à Marseille comme marché, il n'y avait rien d'autre. Hein. Et on va dire la première histoire que j'ai entendue moi de la foire au santon, c'est à la guerre de 1870, c'est-à-dire Robin Truffier, qui avait 11 ans, a eu une dérogation par la mairie de Marseille pour pouvoir tenir la baraque de son père, qui lui était parti à la guerre de 1870. Donc c'est un peu aussi en même temps, on va dire, l'acte fondateur professionnel de la famille. C'est vraiment la base de notre dynastie de Santonier. C'est qui ce personnage? Alors ça c'est le porteur d'eau. C'est un modèle que j'ai créé l'an dernier. Et là on est en train de l'émouler. On doit en faire une petite série pour la Noël. Et tout est fait à la main là? Ah, tout est fait à la main. Alors dis-moi, les santons sont faits qu'en argile? Alors le vrai santon de Provence doit être fait en argile. Dis-moi tout ce qu'on voit derrière nous, qu'est-ce que c'est là? Ce sont que des moules tout ça? Alors là nous avons des moules de 9 cm, quelques-uns. Ouais. Là on a des 7. Voilà. Tu peux m'en montrer un? Bien sûr. Alors ça, mettons, c'est un moule double. Grassé grassette, c'est-à-dire une coupe de Provençaux. Donc ça c'est un moule que j'ai fait moi. D'accord, donc ça c'est la matrice. Voilà, ça c'est le premier moule, c'est le modèle. En fait, il sert de modèle unique, il ne faut pas que je le casse, que je le perde, parce que c'est le modèle. Et là, mettons, nous avons de très vieux moules de mes arrière-grands-pères. Hein. Ce sont des moules qui datent du 19e. Que tu réutilises encore ou pas? Alors de temps en temps, je fais des petites séries. Voilà, nous avons le moule de 1889. Et ça, les gens le savent que c'est des moules qui... Oui, les collectionneurs, voilà, on a un 1843. Voilà. Donc ça, ce sont des très très vieux moules. Hein. Les très très vieux santoniers au 19e siècle et au début du 20e siècle se passaient les moules, se prêtaient les moules entre eux. Et chacun amenait sa touche personnelle après sur le santon. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine confrérie, une certaine entraide dans les vieux santonniers, ce qui a pu maintenant, puis chacun a vraiment des modèles qu'il a créés, qui veulent garder jalousement. Et voilà, bon. C'était une autre époque. Hein. On peut se dire qu'au moins on aura laissé quelque chose derrière soi. Quoi. Voilà, c'est tout, c'est important. L'essentiel, c'est de laisser, je pense, une trace de sa présence sur Terre. Je pense que c'est le plus important. C'est pas de gagner de l'argent dans la vie, c'est rien ça. Il faut laisser une trace. Moi, j'ai mes grands-pères, ils m'ont laissé quelque chose, ils m'ont laissé des moules, ils m'ont laissé une trace. J'essaierai de transmettre un petit peu d'histoire de tout ça. De se dire, dans 200 ans, oui, c'était qui? Il y a une trace là, on se rappellera de moi, même à petit niveau, mais on se rappellera. Voilà. On écrit une petite page, toute petite page d'histoire. Hein. Salon de Provence, résidence d'été des rois de France. Ville de Nostradamus et fief des acrobates aériens. Ici, le passé et le futur sont toujours présents en pays salonnais. Tournez à droite. Attention aéronef. Pensais quand on faisait la spirale à la fin de l'expression libre. Ah oui, tu l'as pas remis la spirale? Bah oui. Pourquoi? Je sais pas où la mettre. Oh, c'est dommage. Il joue aux avions. On dirait un jeu, mais c'est super important de le mettre dans l'action. Visualiser, ouais. Alors dis-moi Kitsu, quel est ton rôle exactement ici? Tu es pilote d'avion? Moi je suis chorégraphe. Mais bon, je suis une chorégraphe un peu particulière puisque je chorégraphie en apesanteur. Donc j'ai un peu l'habitude des corps qui se déplacent dans toutes les directions de l'espace. Donc je ne suis pas sur le plateau, je dirais. Vraiment, mes danseurs, ils évoluent partout. Donc après, évidemment, je fais des chorégraphies aussi sur le plateau, mais pour rendre compte de ce volume-là. Donc du coup, je me retrouve ici avec des avions. Alors c'est complètement inhabituel. C'est vrai que
Il faut que j'apprenne à comprendre les figures. Ça, c'est exactement ce qui se passe avec eux, puisque eux, ils travaillent à partir de leurs figures. Donc moi, j'apprends leurs figures. Et à partir de là, j'essaye d'avoir une vision globale. J'essaye pas, j'ai la vision globale du ciel, puisque moi, je suis en bas. Je représente un peu le regard du spectateur. Et je prends le ciel comme un plateau. Donc un plateau de 1 km de carré, quoi. Enfin, de cube même. Et du coup, j'organise ce plateau. Donc j'organise ce plateau en fonction de ce qu'ils font. Et donc j'essaye de trouver des différentes entrées, un peu comme on ferait sur un plateau de danse. Mon rôle à moi, c'est de faire sentir que ces avions, c'est la prolongation des corps des pilotes et que c'est un peu comme des humains, c'est de les rendre le plus possible humains au regard du spectateur. Donc de travailler sur la rythmique, sur justement des coupures de rythme, une sorte de dramaturgie, entre guillemets, de cette matière-là. Alors comment ça fait de travailler avec une chorégraphe ? Ça se passe très bien, elle nous donne vraiment son avis, on va dire, purement esthétique. Alors bien sûr, après, nous, on greffe dessus tout ce qui est technique, pilotage pur. Hein, des choses qu'on ne peut pas tout faire non plus. L'avion, il y a une certaine autorisation. Il faut des fois, on reprenne de l'énergie pour remonter, notamment. Voilà. Donc on essaye de faire en fonction de ces critères esthétiques et de nos critères techniques, bien sûr le tout en toute sécurité, pour trouver un accord, on va dire, ensemble. On part de leurs propositions et à ce moment-là, il y a cette vision globale où là, moi, je réinterviens progressivement. Mais je les laisse un peu à chaque fois proposer parce que c'est finalement eux quand même qui s'y collent là-haut, quoi. Et ça, c'est fondamental. Et après, au débriefing, on dit, par exemple, mon regard, il est vachement écouté. C'est-à-dire, si moi je dis ça marche pas, ça marche pas. Bizarrement, comme je vous dis, je pense aux avions comme si c'était des corps dans le ciel, en fait. Et moi, j'ai un peu l'habitude de voir les corps dans le ciel. Donc, c'est vraiment toute l'histoire d'une écriture d'un duo, en fait. Mais en volume, bien sûr. Et sans contact, et sans corps à corps. Bien, mais Pierrot, je crois que c'est Pierrot qui était en retard, donc il faut que vous soyez ensemble au moment du retournement, et après je pense que ça marche vraiment bien, quoi. C'est Pierrot, on va la refaire une fois. C'est le fait de penser de quelle manière on fait la forme, qu'est-ce qu'on veut dire avec cette forme-là, d'où on part, quelle vitesse, quelle incarnation de la forme. Et là, à ce moment-là, on a plein de formes possibles. Et donc ça, c'est tout l'endroit où on est en ce moment. Et il y a quelque chose de très important aussi pour moi dans cet échange avec Pierre et François, qui sont les deux pilotes, c'est l'échange avec Fabrice, le chef de l'équipe de voltige, qui lui a un super beau regard et on est vachement en entente ensemble. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que lui, c'est la sécurité, c'est la technique. Parce que je ne peux pas me permettre de débarquer comme ça, moi, chorégraphe, j'ai telle idée et je vais leur dire un truc là-haut alors qu'ils font un truc incroyable. Et puis ils sont rapprochés en plus, tu as tout pour être un peu plus rapproché, t'es d'accord ou pas? Bon, tire stop et tu seras
comment ça marche ça? Ah bah voilà. Là c'est Zoul. Fumée. Le 3/4, stop. Visuel, on tire, stop. Faites demi-tour. Itinéraire hors carte. Recalcul de l'itinéraire en cours. Vous sortez de l'itinéraire programmé. Ventée à Brun, au pied de la Sainte-Victoire. Pays des cigales. Bienvenue dans mon univers, c'est ici que je me retrouve souvent pour étudier un petit peu tous les insectes que je reçois un petit peu du monde entier. Alors je suis dans les cigales en ce moment, donc là je te présente la plus grosse cigale du monde, hein, qui peut atteindre jusqu'à 19 cm, celle-là elle fait 16 environ, c'est la Pomponia imperatoria. On trouve où? Et on la trouve en Malaisie, dans toute l'Asie du Sud-Est, aussi en Thaïlande. C'est une cigale qui a la particularité d'avoir une vie souterraine très très longue, puisqu'elle dure environ 12 années sous terre. Et comment t'es venue cette passion de la cigale, qui est un vrai symbole en Provence? D'abord parce que quand je suis arrivé ici, dans la région, je me suis rendu compte que, d'abord, moi j'avais lu Jean-Henri Fabre, comme j'ai lu Tintin qui m'a donné l'envie de voyager, j'ai lu Jean-Henri Fabre en ce qui concerne l'entomologie, ça a été un véritable choc. Et puis je me suis rendu compte que dans la région, il y avait un grand nombre d'espèces différentes. Et non pas une espèce comme tout le monde se l'imagine. Est-ce que tu peux me montrer là quelques cigales de la région ici? Alors en cigales de la région, je les ai ici là. Voilà. Sachant que autour de Sainte-Victoire, on va trouver environ 8 à 9 espèces différentes. Bon, t'as une sacrée collection là quand même quand je regarde. C'est combien d'années de ta vie là? Ouais, c'est un petit peu toute ma vie, mais j'ai beaucoup d'espèces, d'espèces aussi tropicales, puisque les cigales aussi du monde entier m'intéressent. Alors ici, on a la plus grosse cigale, la cigale lyre. Là, on peut voir la fameuse cigale pygmée, les toutes petites cigales, la plus petite cigale d'Europe, avec quelques espèces ici intéressantes. Et toutes ces cigales-là, c'est des cigales qu'on trouve chez nous? Voilà, des cigales qu'on trouve en Provence. Qu'est-ce qui t'a fasciné dans le monde de la cigale? Parce que je vis en Provence et que la Provence, c'est le berceau des cigales quelque part. Ce serait bien que la Provence reconnaisse aussi que il n'y a pas une région au monde qui a ce pouvoir de revendication que la Provence peut avoir aujourd'hui par rapport à ce petit insecte. Cet attachement à la région? Je suis un passionné d'insectes depuis l'enfance. Et je venais d'une région qui était un petit peu plus froide, où il n'y avait pas tellement d'insectes. Quand je suis arrivé ici, j'ai halluciné. Je voyais des insectes de partout, des papillons de partout. J'ai passé mon enfance dans la nature à courir après les bestioles, à les étudier, à apprendre à les connaître. Gérard, c'est quoi? C'est l'itinéraire bis là? Oui, alors là, c'est vraiment, je vous emmène dans le milieu des cigales, c'est-à-dire cette petite forêt là de garrigues avec des chênes verts. Vous avez des chênes verts, il y a des cystes. Il y a énormément de plantes qui sont souvent des plantes sur lesquelles certaines cigales viennent symboliser, notamment les cystes, en ce qui concerne la cigale du garrigue. Et c'est un chant nuptial en fin de compte. Hein. On sait que c'est un chant amoureux qui émet une vibration sonore tellement puissante que la femelle est irrésistiblement attirée par cette aubade.
Et en entendant le mâle, souvent se postant juste à côté, parce que j'observe aussi beaucoup les insectes, on attend un petit peu, on va voir la femelle arriver, se positionner et avancer tout doucement pour la reproduction. Ben, il faut savoir qu'ici on est vraiment dans un site approprié. Hein. Ouais. Et ben, si tu étais venu par exemple, il faut venir à partir du mois de juin, vers le 15 juin, on va voir ici apparaître les premières cigales un peu inféodée à la garrigue comme la cigale du Garrigue. Et cette cigale, eh bien, vit sur les cystes qui sont tout autour de moi. Et si tu es là en été, ben, tu vas entendre ça. C'est puissant, hein? Ah oui, c'est puissant. Et ça, c'est des cigales que tu trouves ici, bien évidemment. Ce sont des cigales d'ici. On les rencontre dans pas mal de régions ici du sud de la France aussi. Sinon, de temps en temps, on va entendre celle-ci, qui est une des cigales les plus connues. Je te fais écouter sa cymbalisation. Vas-y. D'accord, effectivement. Elle est très connue. Ça me dit quelque chose. Je serais incapable de lui donner un nom, mais... Ben, c'est la cigale lyre, tout simplement, hein, la Lyristes plebejus. C'est la cigale plébéienne, c'est la plus grande de nos cigales françaises, puisqu'elle fait 90 mm d'envergure quand elle ouvre ses ailes. Et sa cymbalisation ressemble à des coups d'archer sur un instrument de musique. C'est pour ça qu'on l'a nommée comme ça. C'est génial, parce qu'au bout de tant d'années, on pourrait croire que tu as fait le tour, mais jamais en fait. Jamais, non. Pour un entomologiste, il faudrait avoir 6 ou 7 vies pour être rassasié, on va dire. Perché sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Durance, le château de Loris offre ses terrasses à un jardin unique en Europe. À la découverte des secrets des pigments naturels. Tournez à droite. Calcul de l'itinéraire. Faites demi-tour. Alors qu'est-ce qu'on va cueillir là, Michel? Ah ben là, on va chercher des feuilles de pastel. En ce moment, bon, c'est le tout début du printemps, il n'y a pas beaucoup de floraison, il n'y a pas non plus beaucoup de feuilles sur les arbres. Mais le pastel, c'est une plante qu'on peut cueillir à peu près toute l'année. Donc on devrait trouver des plantes assez jolies. C'est magnifique comme endroit, dis-moi. Alors voilà, oui, c'est vraiment sympa. Chaque carré est dédié à une thématique différente. Ça peut être une région du monde, avec des plantes spécifiques, ou alors une couleur ou une application. Alors un peu plus bas, il y a les colorants alimentaires, couleurs et médecine, puisqu'il y a pas mal de molécules colorantes qui sont bonnes pour la santé, bonnes pour la peau. Et puis il y a des évocations de différents savoir-faire du monde, les teintures sur laine, sur coton, sur soie. Voilà, et le pastel n'est pas loin d'ici, on va y arriver rapidement. Voilà, alors voilà le pastel. Il a tendance à monter un petit peu en fleurs, hein, il ne va pas tarder à fleurir, mais même dans cet état, il nous donnera quand même des couleurs intéressantes. Parce que comment tu obtiens ce bleu justement, avec la fleur ou la feuille, la racine? C'est la feuille, c'est la feuille. C'est la feuille, alors, d'accord. Ce qui est très intéressant avec la couleur végétale, c'est que justement, on ne travaille pas sur des matériaux colorés. Hein, on pourrait penser d'emblée que par exemple, on va plutôt ramasser des fleurs bleues, des fleurs rouges, mais pas du tout. C'est en amont de la manifestation colorée, dans le secret des sèves, que se trouve le mystère des couleurs stables. Et en fait, là, on va prendre la sève de la plante. On va d'abord extraire la sève en faisant une simple tisane. Et à partir de cette tisane, donc, on va précipiter, on va faire floculer les composés incolores qui vont se transformer en un joli bleu. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que, effectivement, la plante n'est pas bleue, mais elle fait du bleu. Voilà. Alors, quelles sont les couleurs que tu peux trouver dans ce jardin? Alors, dans ce jardin, il y a 350 plantes à couleurs. Il ne faut pas oublier que pendant 4000 ans, tout le monde a fait de la couleur végétale. Tous les professionnels, nos musées sont pleins de couleurs végétales. Ce n'est pas spécialement quelque chose de marginal. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, on n'avait quasiment que ça.
Voilà l'atelier. C'est assez petit, mais c'est suffisant pour y faire pas mal de choses. Voilà, on va plutôt monter à l'étage parce que là, c'est assez encombré. D'accord. Mais là, j'ai tout ce qu'il faut pour vous faire cette démo. Voilà. Attention la tête. Hein. Ouais. Voilà, donc tout commence par une infusion. Donc j'ai mis D'accord. mes feuilles à tremper. Je vais D'accord. remettre un petit peu d'eau là parce que D'accord. on est peut-être un peu léger. D'accord. Donc une simple infusion, hein, c'est tout simple, mais c'est basé sur un principe élémentaire qu'on connaît bien pour les tisanes du soir ou pour le thé au quotidien. La sève, elle est très dense par rapport à l'eau. Donc en fait, la sève va sortir et se diluer dans l'eau. Ce jus contient les précurseurs de l'indigo. Donc bleu pastel, indigo, c'est pareil. Hein. Donc tout l'art, c'est de séparer les particules bleues du reste. Alors c'est bien ésotérique pour une bonne raison. Tout simplement, c'est que le bleu n'est pas tout fait dans la plante. On ne prend pas une plante bleue, on va prendre une plante d'un vert ordinaire, et en fait, ce bleu, on va le fabriquer en fait. Vous allez voir, c'est un caractère un petit peu magique, un petit peu prestidigitateur. Mais là, il n'y a rien à faire, il faut attendre encore 10 minutes. Ok, bah écoute, on Voilà, est là pour ça, il n'y a pas de souci, attendons. Donc voilà l'atelier de Michel. Véritable atelier d'apothicaire. Mais là, dis donc, Michel, je vois d'autres couleurs ici, là. Ah oui. Ça, par exemple. Ça, comment tu obtiens cette couleur-là? Alors, ça, c'est un extrait de Garance. Alors, en fait, il y a deux sortes. Hein, mais cet extrait, il est intéressant parce qu'il permet de teindre en un seul bain. D'accord. Alors, c'est un progrès technologique parce que les recettes anciennes prennent beaucoup de temps. Ça, c'est ce qu'on appelle je vais l'ouvrir un petit peu, c'est le jaune réséda. Alors, c'est amusant parce qu'effectivement, plus jaune que jaune, c'est vert. C'est un peu comme les feutres Stabilo, là. Voilà, Ah, quand ouais, il sera effectivement, t'as dilué, raison, c'est jaune, ouais. on aura un jaune très acide. Alors, on recherche ce jaune de réséda, surtout quand on veut faire des verts lumière. Et là, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser parce que c'est les déchets verts du thym. Donc là, j'ai utilisé du thym qui était déjà distillé. Donc, j'obtiens cette teinte-là, qui est une couleur naturellement colorée. Ouais. Et alors, donc, ces pâtes, elles peuvent servir pour le textile, mais j'aime bien aussi les utiliser pour la déco au bâtiment. Je vais prendre certains extraits, je vais les mélanger avec mes cires, et je vais faire mes couleurs bâtiment. D'accord, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit là-bas, là. Oui, voilà, alors on appelle ça la cuisine des couleurs, d'ailleurs, hein, parfois. Alors là, je vais essayer de ne pas trop faire de catastrophe. Voilà. Et maintenant, on est prêt pour faire toute l'opération au grand complet. Là, je mets mon eau de chaud. Et là, surtout, n'oublions pas, il faut rentrer l'oxygène. Donc, ce que je vais faire, je vais le transvaser à quelques reprises. Il va se former peu à peu une mousse bleue. Historiquement, on a fait de l'indigo avec un grand nombre de plantes dans le monde. Le pastel n'est pas le seul, mais ça, c'est vraiment la plante des Gaulois. Hein. Et on dit même, d'ailleurs, Jules César dit que les Gaulois se teignaient la peau en bleu avant de partir à la guerre pour faire peur à leurs ennemis. Il y a un retour aux teintures végétales? Oui, quand même, oui. Les colorants naturels intéressent. Le bleu d'indigo naturel, contrairement à l'indigo synthétique, il est bon pour la peau. Il contient des substances qui est donc réputé pour ses vertus anticancéreuses, protection de la peau. Il y a un effet anti-UV, c'est très intéressant. L'indigo absorbe les infrarouges, l'indigo naturel, du fait de la longueur d'onde spécifique de ce pigment. Donc il y aurait beaucoup à dire parce que chaque couleur a son histoire, hein, c'est passionnant. Mais l'indigo naturel a quelque chose que l'indigo synthétique n'a pas. Et là, voilà, c'est une question de patience, parce que tout doucement, ça bleuit à l'air. Donc pour l'instant, il a encore un côté un peu verdâtre, mais on sait très bien que dans quelques minutes, on aura un bleu parfaitement pur. Voilà. Attention, route sinueuse. Le Verdon coule entre le Val d'Alos et le lac de Sainte-Croix. Au fil des millénaires, il a creusé dans les rocs de Provence les gorges du Verdon. Longues de 50 km, elles sont considérées comme le plus beau canyon d'Europe. Vous êtes arrivé à destination. Alors tu m'emmènes où là, Fred? Eh bien là, on est à Falaise de l'Escalès. On va vers le secteur des Dalles Grises.
J'essaie de trouver une longueur sympa où il n'y a pas trop de vent. Voilà, histoire de grimper un petit peu dans le gaz. C'est-à-dire le gaz? Le gaz, c'est ce qu'on appelle le vide, parce qu'ici au Verdon, c'est quand même assez vertigineux. C'est des grandes falaises, ben, tu vas voir, c'est ce que nous on appelle le gaz, quoi. L'élément gazeux. Dis-moi, comment elle t'est venue cette passion de la grimpe, toi? Moi, j'ai commencé un petit peu dans les calanques parce que je suis marseillais d'origine. D'accord. Et puis un jour, j'ai vu ce film de Jean-Paul Janssen, là, La vie au bout des doigts, et puis je me suis dit, ben, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et puis voilà, quoi. Par contre, t'as jamais décroché? Et j'ai jamais décroché. Excellent. Voilà, on arrive à la crête. Ok, oh la vache. Ah ouais. Je préfère même pas regarder. Attention. Voilà. Wow. Fais attention, c'est un petit peu glissant des fois près du bord. Hein. Ouf. Ok. Ah, effectivement, il y a du gaz, comme tu dis. Ouais. Et qu'est-ce que ça te procure comme plaisir, toi, de grimper? Le plaisir du geste, déjà. C'est pas de la danse, mais j'imagine c'est les danseurs ont aussi du plaisir à bouger. Donc, plaisir de l'effort aussi. Ouais. Et puis le plaisir d'être dans des endroits comme ça, quoi, dans la nature. Alors là, étonnamment, on commence pas par le bas. Ah ben non, ici au Verdon, en fait, si tu veux, il y a un sentier en bas qui s'appelle le sentier Martel. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on laisse une voiture en haut, parce qu'après, ou alors qu'on redescende tout en rappel. D'accord. Donc ici, le plus simple, comme la route est juste à côté, le plus simple, c'est qu'on descende d'abord en rappel, puis après on remonte. Là, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. C'est un peu brutal, mais attends. Psychologiquement. Je vais me permettre de m'avancer un peu. Oh la vache. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Ok, bah écoute, quand faut y aller, hein. Allez, on va s'équiper. Ok, ça marche. Voilà. On va descendre ici. J'avoue que je suis pas très à l'aise. Hein. Je suis un peu flippé. Pas un peu, voire même beaucoup. Alors là, donc. Eh ben là, ça y est, on y est, tu vois. Ouais. On est au relais de Wide is Love. Ouais. Donc là, on a sous les pieds, on a un bon 350. Voilà ce que c'est le gaz, là, tu vois, on y est. Ah, je comprends. Ok, alors moi, voilà, j'ai des chaussons. Et puis, bah voilà, là, on a. Eh ben, Fred, lui, il est carrément pieds nus, quoi. Oh non, mais je vais mettre mes chaussons, c'est parce qu'ils sont pas du tout confortables. Donc, je retarde le moment où je vais souffrir. Et dis-moi, t'as ouvert des voies, toi, ici, Fred? Il y a des voies contre ton nom? J'ai ouvert quelques trucs, mais, ouais. Mais je me suis plus focalisé dans les petites falaises, parce que on était plus dans la difficulté, les voies en dévers et tout. D'accord. Donc c'est vrai que je me suis jamais trop lancé dans des grands chantiers de grandes voies comme ça, mais j'ai ouvert plutôt des petites voies courtes, plus sportives, quoi. C'est un spot qui est grimpable ici toute l'année? Au Verdon, on peut grimper toute l'année. Alors après, c'est sûr qu'en hiver, on va s'aventurer dans des trucs un petit peu plus courts, parce que dès que l'ombre arrive, on va vite avoir froid, parce qu'on est quand même à 1000 mètres d'altitude à peu près. Hein. L'été, il peut faire très chaud, mais en essayant de choisir des piliers qui passent un petit peu plus tôt à l'ombre, quand on connaît un petit peu, on arrive à grimper dans de bonnes conditions. Meilleure saison, on dirait, c'est printemps-automne. D'accord. Mais toute l'année, on peut y grimper, quoi. Là, il n'y a pas de pied, je vais mettre le pied sur le split. J'avale, hein? Ouais. Mais après, quand je dépasse la dégaine, ouais, faut que tu me laisses du mou. Ouais, tu me dis, hein. Ah, tu regardes bien où tu mets tes pieds quand tu grimpes. Là, je mousquetonne. Vas-y, du mou. Excuse-moi, hein. Ça va? Ouais, moi ça va. Ça va bien? Ouais, ça va. Tu me dis si tu veux que j'avale, hein. Non, mais l'important c'est que tu tiennes la corde. Ouais, je la tiens.
fait bizarre d'être tout seul. J'y vais. Ok. Faut qu'il avale. Avale. Ah merde. C'est ce putain de nœud là. Mais il s'est pas détaché là. Qu'il avale. Putain, j'ai les mains moites. Oh la vache. Je suis pas à l'aise. Attends, je vois pas de prise là. Yes. Voilà. Putain. Bravo. Comment j'ai perdu. C'est normal, hein. Ben voilà. Regarde. T'as fait White is Love, la voie la plus gazeuse du Verdon. On peut te le dire maintenant. À froid, sortant de la voiture. Tournez à droite. Calcul de l'itinéraire. Plateau de Valençol. Aérodrome depuis Moisson. Point de départ idéal pour un survol de la Haute-Provence. Vous êtes en bout de piste. Je vois un petit point blanc là-bas. Et je pense que c'est Tom. Il m'a dit rendez-vous en bout de piste. J'y suis. Salut. Tom. Bonjour. C'est Tom? Oui, bonjour. Ah bah génial. Excellent, salut, ça va? Ça va bien? Bah, impeccable ma foi. Super. Dis donc, tu m'as parlé d'un ULM. Ouais, bah c'en est un. Ah, c'est un ULM ça. Alors dis-moi, ça veut dire quoi exactement ULM? C'est ultra léger motorisé, donc c'est un avion qui répond à quelques caractéristiques précises. Ouais. C'est une masse maximale, d'abord de 472 kg s'il est équipé d'un parachute. 2 places, 100 chevaux maximum et puis une vitesse minimum de 60-65 km/h. Bon bah ravi. Voilà. On va faire un petit tour. Ben oui, on va aller faire un petit tour de suite. Ah génial, excellent. T'as pas besoin de grande longueur de piste pour décoller, ça décolle très vite. 150-200 mètres à peine. Dis-moi, là, justement, c'est quoi ton attachement à la région? Déjà en tant que professionnel, il y a plus de boulot ici que n'importe où ailleurs. Et ensuite, la qualité des vols est incomparable. On a une saison qui commence au mois de février, qui se termine au mois d'octobre. En plaine, la saison commence réellement en avril. À partir de septembre, ça commence à devenir beaucoup moins intéressant. Alors qu'ici, on a une saison qui est vachement étendue. Et puis, on a surtout un terrain de jeu qui est immense. On monte fréquemment dans le massif du Mont Blanc, la Suisse, des choses comme ça. Et c'est ce qui fait que ça m'a amené dans la région parce qu'en Europe, je pense que si on doit faire du vol à voile quelque part, on peut le faire ici plutôt qu'ailleurs. Les vautours ont été réintroduits là, il y a une quinzaine d'années, là, je crois en 99. Il y a une cinquantaine de couples de vautours maintenant là, qui sont sédentaires dans la vallée du Verdon. On essaie bien sûr de ne pas les gêner, ils sont chez eux. Ça peut être des partenaires en vol, des oiseaux. Ouais, c'est des super partenaires, on partage des informations. Quand ils sont en général en train de spiraler dans une abondance, on les voit monter. Donc ça nous renseigne un petit peu sur la masse d'air. Et puis eux font la même chose, ils nous voient monter, spiraler, prendre de la hauteur. Ils savent qu'ils vont trouver ce qu'ils veulent eux aussi pour pouvoir monter et se déplacer. C'est marrant comme en l'air, t'as plus vraiment la notion du temps en fait. Absolument pas, oui. C'est l'intérêt justement. Ouais. Là, on est dans une machine qui se déplace quand même assez vite. Donc
encore plus flagrant en ballon, où on se déplace avec des vitesses de moins de 20 km/h, où là on a complètement arrêté le temps est suspendu. Un voyage au pays de la lenteur, la montgolfière. Là on est dans une machine qui passe entre 100 et 250 à l'heure. C'est un petit peu différent, mais effectivement, il y a une montre pas loin pour vérifier. C'est exceptionnel. C'est juste agréable, un petit peu de liberté quand même. On en manque toujours